Dans le nord de l'Écosse, les landes s'étendent à perte de vue. Les collines, couvertes d'herbes sombres, ondulent sous la poussée régulière du vent venu de la mer. L'air transporte l'odeur du sel et de la tourbe humide, et les nuages, épais et changeants, glissent au-dessus des montagnes, comme des ombres en mouvement. La brume descend fréquemment des hauteurs, se déposant sur les vallées comme un voile léger. Elle efface les contours, brouille les distances et donne au paysage une allure de songe. Parfois, une lumière pâle traverse ce rideau mouvant, révélant un instant la couleur vive d'une bruyère, le scintillement d'un ruisseau, ou la silhouette isolée d'un arbre plié par les vents. Dans ces étendues silencieuses surgissent des pierres dressées, hautes, massives, marquées par les siècles. Elles se tiennent comme des sentinelles, figées dans le sol. Leur surface porte les traces de la pluie et du temps, polies par les vents incessants. Solitaires ou rassemblées en cercle, elles ponctuent les landes de leur présence mystérieuse. Elles semblent appartenir autant au ciel qu'à la terre, reliées à un passé dont les secrets demeurent cachés. Autour d'elles, le silence s'impose. Les oiseaux ne rompent ce calme que par un cri lointain, vite absorbé par l'espace. L'eau, en s'écoulant des collines, ajoute son propre murmure discret, glissant entre les rochers, avant de disparaître dans les brumes. Ici, chaque son paraît retenu, étouffé, comme si la lande elle-même veillait à préserver son secret. Les Highlands offrent à la fois la rudesse et la douceur. Les reliefs abrupts se mêlent aux vallées larges. Les sols pierreux côtoient les tapis de mousse et de bruyère. Le ciel, en constant mouvement, transforme chaque instant en une scène nouvelle. Un même lieu peut, en quelques minutes, se métamorphoser, sombre et impénétrable, puis lumineux et presque accueillant, avant de replonger dans les ombres. Les pierres, elles, ne changent pas. Depuis des siècles, elles observent ces métamorphoses, immobiles face aux saisons. Leur silence attire, leur présence intrigue. Elles paraissent raconter une histoire dont le langage a été oublié. Leur disposition, leur alignement, tout semble répondre à une logique invisible. Le voyageur qui croise leur chemin a le sentiment d'entrer dans un monde plus ancien, où chaque élément du paysage prend un sens caché. Les landes écossaises portent en elles une atmosphère hors du temps. Rien ne presse, rien n'interrompt le rythme lent de la nature. Le vent, la brume, la pierre et l'eau se répondent, composant une harmonie discrète. Ce décor, à la fois rude et fragile, évoque un monde qui échappe à la modernité, un monde resté proche des forces élémentaires. Dans cette atmosphère de silence et de mystère, tout semble annoncer la présence d'un peuple ancien. Les pierres dressées sont leurs traces les plus visibles, mais derrière elles se devine une mémoire plus vaste, inscrite dans la lande elle-même. Chaque colline, chaque rivière, chaque cercle de pierre semble porter l'empreinte de ceux qui ont traversé ces terres bien avant que leur nom ne soit oublié. Dans les terres du Nord, bien avant que le nom de Pictes n'apparaisse dans les chroniques romaines, des communautés s'étaient déjà établies. Leurs traces se trouvent dans les vestiges de villages de l'âge du fer, installés sur des collines, choisis avec soin. Les hommes et les femmes qui y vivaient dressaient des maisons circulaires, faites de pierre et de bois, recouvertes de toits de chaume. Ces habitations, regroupées en hameaux,
formaient des foyers chaleureux au milieu d'un environnement rude. Les archéologues ont retrouvé les empreintes de ces constructions, cercles de pierre encore visibles dans le sol. Leur disposition révèle une organisation réfléchie. Les habitations orientées selon le vent, les enclos destinés au bétail, les foyers où brûlait un feu constant. La vie quotidienne se tissait autour de ces espaces, marqués par le rythme des saisons et les exigences de la terre. La nourriture provenait des cultures de céréales, de l'élevage et de la chasse. Le sol, parfois ingrat, demandait patience et savoir-faire. Les récoltes étaient conservées dans des silos, soigneusement protégés des intempéries. Les troupeaux, gardés sur les pentes, assuraient viande, lait et peau. Chaque geste, chaque tâche avait pour but de maintenir l'équilibre fragile entre la communauté et son environnement. Mais ces villages n'étaient pas isolés. Des découvertes attestent de contacts lointains, des fragments de poterie, des perles de verre venues du continent, des objets façonnés selon des techniques étrangères témoignent d'échanges par la mer et par les voies terrestres. Les habitants de ces terres entretenaient des liens avec d'autres peuples. Ainsi, au cœur même des landes écossaises, circulaient des biens, des idées et peut-être des récits venus d'ailleurs. Sur les hauteurs, d'autres constructions s'imposaient, des collines fortifiées. Les sommets étaient entourés de remparts, en pierre et en bois, offrant protection et prestige. Ces lieux dominaient les vallées, surveillant les plaines et les cours d'eau. Derrière leurs murs, on trouvait à la fois des habitations et des espaces rituels. Ces forteresses de hauteur reflétaient l'importance du pouvoir, la nécessité de se défendre, mais aussi la volonté de marquer le territoire de manière durable. Avec le temps, ces fortifications devinrent des centres politiques et symboliques. Elles rassemblaient les habitants des alentours, servaient de refuge lors des menaces et incarnaient l'autorité des chefs. Certaines collines fortifiées, encore visibles aujourd'hui, portent les cicatrices des flammes et des reconstructions, témoins d'affrontements anciens et de la persistance à maintenir ces bastions debout. Les objets découverts dans ces lieux racontent une société complexe. Des outils de fer, solides et efficaces, montrent une maîtrise avancée de la métallurgie. Des parures, bijoux et épingles finement travaillées révèlent une attention portée à l'apparence et au prestige. Le soin apporté à ces détails va au-delà de la simple utilité. Il exprime une culture où l'art et la technique s'entrelacent intimement. Chaque découverte, chaque fragment mis au jour compose un portrait encore incomplet. Pourtant, à travers ces traces éparses, se dessine l'image d'un peuple profondément ancré dans sa terre, mais ouvert aux influences du monde extérieur. Une société capable d'ériger des forteresses, de cultiver ses champs, de créer des objets à la fois utiles et beaux. Ces premiers témoignages appartiennent à une époque où les Pictes n'étaient pas encore nommés ainsi, mais déjà les fondations de leur culture se mettaient en place. Les collines fortifiées, les villages circulaires, les objets venus d'ailleurs, tout cela annonce l'émergence d'une identité singulière, une identité qui allait traverser les siècles et que les Romains, bien plus tard, tenteraient de définir à leur manière. Au fil des siècles, ces communautés laissèrent derrière elles un paysage marqué par leurs choix. Les pierres dressées, les murs écroulés, les cercles encore visibles dans l'herbe sont autant de témoins silencieux.
Il raconte l'histoire d'un peuple qui, avant même de recevoir un nom, avait déjà façonné un monde complexe, enraciné dans les landes écossaises et tourné vers l'horizon lointain. Lorsque les chroniqueurs romains rencontrèrent ce peuple du Nord, ils cherchèrent à leur donner un nom. Dans leurs écrits, un mot apparut, Picti, littéralement les hommes peints. Ce terme, venu de l'observation, devint la désignation qui traversa les siècles. Les Romains, habitués aux toges et aux armures régulières, furent frappés par l'aspect singulier de ses adversaires. Leur corps, dit-on, portait des marques visibles, des motifs qui recouvraient la peau. Dans les récits transmis, ces figures apparaissent tatouées, peintes, ornées de symboles, une identité qui se lisait non seulement dans leurs armes ou dans leurs forteresses, mais jusque sur leur chair. Les sources anciennes ne livrent que des bribes. Étaient-ce de véritables tatouages, gravés à l'encre pour toujours? Étaient-ce plutôt des peintures appliquées avant la bataille, destinées à impressionner l'ennemi, à rappeler aux guerriers qu'ils combattaient sous le regard des dieux? La certitude s'estompe dans le brouillard des siècles, mais l'image demeure, celle d'un peuple qui inscrivait sur son corps une part de son monde intérieur. Les motifs évoqués dans la tradition rappellent ceux retrouvés sur la pierre, spirales, animaux, stylisés, entrelacs qui se perdent et renaissent. Les mêmes formes apparaissent sur les bijoux, les armes et les pierres gravées qui ponctuent encore le paysage écossais. Rien n'interdit de penser que ces symboles circulaient d'un support à l'autre comme une langue visuelle partagée. Sur la peau, ils devenaient vivants, mouvant avec le corps, participant aux gestes de la danse ou du combat. Ces marques pouvaient être protectrices, appelant la force d'un animal, la vigilance d'un esprit ou le pouvoir d'un signe sacré. Elles pouvaient aussi exprimer l'appartenance à un clan, à une lignée, à une mémoire commune. Dans une société où la parole s'effaçait avec le souffle, la peau devenait une surface de mémoire, une chronique inscrite en silence. Les Romains, en les observant, y virent l'exotisme et la sauvagerie. Pour eux, ce peuple peint représentait l'opposé de leur ordre civilisé. Mais derrière le jugement se cache une vérité plus subtile. Ces marques racontaient une autre façon d'habiter le monde, où l'homme et le symbole ne faisaient qu'un. L'encre ou la peinture liaient le corps à la nature environnante. Les spirales pouvaient rappeler les mouvements de l'eau, les cercles, les cycles du soleil et de la lune, les animaux stylisés, les forces invisibles de la forêt et des landes. Chaque figure devenait à la fois ornement et invocation. Dans le tumulte des batailles, l'effet devait être saisissant. Des silhouettes, surgissant de la brume, couvertes de signes étranges, criant dans une langue inconnue, se jetant contre les légions disciplinées. Aux yeux des Romains, ce spectacle nourrissait l'image d'un peuple redoutable et insaisissable. Aux yeux des Pictes, il s'agissait peut-être d'un rituel, d'une manière de donner au combat une dimension qui dépassait la simple lutte pour la survie. Ces pratiques, si elles furent bien réelles, ne laissèrent pas de traces directes. La peau, support fragile, ne résiste pas au temps. Ce sont les pierres, les bijoux et les témoignages ennemis qui en gardent l'écho. Pourtant, à travers ces fragments, une impression persiste, celle d'une culture où l'art et le corps s'unissaient pour créer un langage secret, compréhensible seulement par ceux qui en partageaient les codes. Le nom donné
par les Romains à traverser les siècles. Il a figé dans la mémoire collective cette image d'homme peint, mystérieux et farouche, mais derrière le mot, il reste une énigme. Était-ce un simple sobriquet, fruit d'une incompréhension? Était-ce, au contraire, l'intuition d'une réalité profonde, celle d'un peuple qui portait ses symboles sur la peau comme d'autres, les inscrivent dans des livres ou des temples? Le temps a laissé cette question sans réponse. Pourtant, en prononçant ce nom, Picte résonne encore l'écho de ces corps marqués, de ces figures disparues qui, dans les landes écossaises, avaient choisi de mêler leur identité à l'art et au mystère. Dans les paysages du Nord, certaines hauteurs portent encore les marques d'ouvrages anciens. Les collines ne furent pas seulement des reliefs naturels, elles devinrent des refuges, des symboles et des centres de pouvoir. Les peuples qui occupaient ces terres érigèrent sur leurs sommets des forteresses capables de résister aux assauts, mais aussi de témoigner d'une autorité durable. Les archéologues en ont retrouvé les traces, de vastes enceintes de pierre, parfois renforcées de structures en bois. Les murs suivaient les courbes de la colline, embrassant son sommet dans une ceinture solide. Ils se composaient de blocs soigneusement empilés, liés par un art du bâtir qui privilégiait la robustesse. Les entrées, souvent étroites, contrôlaient l'accès et ralentissaient l'ennemi. À l'intérieur, l'espace accueillait des habitations, des foyers et parfois des bâtiments plus grands, réservés aux chefs ou aux assemblées. Ces fortifications servaient d'abri en période de danger. Les habitants des vallées environnantes pouvaient y trouver refuge, protégés derrière les remparts. Mais elles étaient plus que de simples refuges. Leur présence sur les hauteurs dominait le paysage, marquait le territoire et envoyait un message clair à ceux qui approchaient. Ici se trouvait un lieu de force et de décision. Autour de ces collines fortifiées s'organisait une forme de territoire. Les terres basses, fertiles, servaient aux cultures et à l'élevage. Les cours d'eau offraient des ressources et des voies de communication. Depuis le sommet, le regard embrassait ces vallées, surveillait les déplacements et anticipait les menaces. Le lien entre la colline et son environnement formait une unité cohérente où chaque élément répondait à une fonction précise. Les remparts, au fil du temps, connurent plusieurs transformations. Certains furent détruits par le feu, puis reconstruits, parfois plus solides qu'auparavant. Les couches de pierre portent encore les cicatrices de ces reprises successives. Chaque reconstruction est une trace de conflit, mais aussi de persévérance, la volonté de maintenir la forteresse debout, de conserver son rôle central. À l'intérieur, la vie suivait son cours. Des maisons circulaires s'alignaient le long des murs, des foyers alimentaient les repas et réchauffaient les nuits. Les bruits de la métallurgie, du tissage et de la cuisine animaient l'espace clos. Les enfants jouaient dans les cours, les artisans façonnaient leurs outils, les guerriers s'exerçaient aux armes. Le fort n'était pas seulement une défense, il était un lieu de vie où se mêlaient la routine et l'exceptionnel. Ces enceintes avaient aussi une dimension symbolique. Leur position élevée rapprochait les habitants du ciel, des vents et peut-être des divinités qu'ils honoraient. Les collines elles-mêmes pouvaient être perçues comme des espaces sacrés où le monde humain et le monde invisible entraient en contact. Le rempart, en entourant le sommet,
créait une frontière entre l'extérieur et l'intérieur, entre la plaine ouverte et l'espace protégé. Dans le paysage actuel, beaucoup de ces forts ne sont plus que des amas de pierres effondrées. Pourtant, en observant leurs vestiges, on devine encore leur puissance. Leur étendue impressionne, leur emplacement fascine. Il rappelle qu'à une époque, ces collines étaient habitées, animées, chargées d'énergie et de bruit. Ces forteresses racontent une histoire de vigilance constante. Elles révèlent un monde où la sécurité devait être pensée en permanence, où la communauté se préparait à résister aux attaques et où l'organisation collective se concentrait autour de ce centre dominant. Elles incarnent aussi une mémoire de prestige, car celui qui contrôlait la colline contrôlait le territoire qui l'entourait. Aujourd'hui, le vent souffle librement sur ces sommets. Les bruyères ont recouvert les pierres, les oiseaux nichent dans les interstices des murs écroulés. Le temps a adouci les angles, effacé les remparts, mais n'a pas fait disparaître la trace de ce qu'ils représentaient. Chaque colline fortifiée demeure un témoin silencieux d'un passé où la vie et la défense, le quotidien et le sacré s'entremêlaient dans un équilibre fragile. Au cœur des terres pictes, la vie quotidienne ne se limitait pas à la survie. Derrière les murs des maisons circulaires, au sein des forteresses perchées ou dans les hameaux de plaine, naissait une expression plus subtile, l'artisanat. Les mains de ces hommes et de ces femmes façonnaient à la matière avec une patience infinie, révélant un goût pour la beauté et le raffinement qui contrastent avec l'image guerrière transmise par les chroniques étrangères. Les objets retrouvés dans les sépultures et dans les sols témoignent d'un savoir-faire remarquable. De petits bijoux de bronze, parfois incrustés de pierres colorées, montrent un sens aigu du détail. Les fibules, ces épingles servant à fixer les vêtements, n'étaient pas de simples attaches, mais de véritables œuvres décorées de motifs complexes. Les perles de verre, venues parfois de loin, étaient intégrées dans des colliers qui scintillaient à la lumière. Chaque pièce, même de petite taille, traduisait une recherche d'harmonie et de symbolisme. Parmi ces créations, les miroirs occupent une place singulière. De fines plaques de bronze poli, entourées de gravures élégantes, reflétaient le visage de celles et ceux qui les portaient. Leur surface miroitante captait la lumière, tandis que leur revers révélait des entrelacs et des spirales savamment tracées. Ces miroirs dépassaient la simple fonction utilitaire. Ils étaient porteurs d'une dimension rituelle, associée peut-être à des cérémonies ou à des croyances liées à l'âme et à l'image. Dans un monde où les reflets étaient rares, posséder un tel objet revenait à tenir entre ses mains un fragment de mystère. Les armes elles-mêmes recevaient une attention particulière. Les épées et les poignards, au-delà de leur rôle martial, étaient souvent ornés de décorations qui transformaient l'acier en symbole. Les pommeaux portaient des incrustations, les fourreaux affichaient des motifs gravés et les boucliers pouvaient arborer des dessins géométriques. Chaque arme devenait ainsi une extension de l'identité du guerrier, marquée par le sceau de son clan et par la main de l'artisan qui l'avait façonné. Les mêmes motifs reviennent inlassablement, qu'il s'agisse de bijoux, de miroirs, d'armes ou de pierres gravées, spirales qui s'enroulent et se déploient, animaux réels ou fantastiques, entrelacs qui s'entrelacent sans fin. Ce langage visuel
transmis de génération en génération, servait à relier les objets du quotidien à un monde plus vaste. Les formes, répétées avec soin, rappelaient la continuité des cycles, la force des ancêtres ou la présence d'entités invisibles. La précision de ces travaux révèle des artisans hautement qualifiés, capables de transformer des matières dures en surfaces fluides et harmonieuses. Le métal, poli et gravé, se mêlait au bois, sculpté, à l'os travaillé, au verre coloré. Chaque matériau trouvait sa place dans une esthétique où la délicatesse et la complexité dominaient. Ces créations circulaient au sein des communautés, mais aussi au-delà. Certaines trouvailles montrent l'influence de styles venus du continent, tandis que d'autres, typiquement pictes, impressionnèrent les peuples voisins. L'artisanat devenait ainsi un vecteur d'identité et d'échange, reliant les villages isolés à des réseaux plus larges, sans pour autant diluer leur originalité. À travers ces objets, une image différente des Pictes se dessine, non pas seulement celle de guerriers farouches, mais celle d'hommes et de femmes capables de donner forme à la beauté. Le soin apporté aux bijoux, aux armes et aux miroirs exprime un rapport au monde où l'utile et l'esthétique ne se séparaient pas. La fonction pratique se doublait toujours d'une signification symbolique inscrite dans les motifs et dans la matière. Aujourd'hui, ces objets reposent dans les musées, protégés derrière des vitrines. Leur éclat, malgré les siècles, n'a pas disparu. Ils portent encore la marque de ceux qui les ont créés, de leurs gestes patients et de leur regard attentif. Chaque détail, chaque gravure, chaque reflet de bronze est une voix qui murmure à travers le temps. Dans le silence des vitrines, comme dans les sols où ils furent découverts, ces fragments rappellent que les Pictes furent aussi des artisans raffinés. Leur art, à la fois mystérieux et familier, relie le présent au passé. Il traduit une pensée qui voyait dans chaque objet bien plus qu'une fonction, une expression de l'identité, une offrande au sacré, une manière d'inscrire la vie dans la beauté durable des formes. Dans les campagnes écossaises, au détour d'un champ ou au bord d'un chemin, surgissent parfois des silhouettes de pierre, hautes, dressées comme des sentinelles. Elles semblent veiller sur les paysages depuis des siècles. Leur surface, usée par la pluie et le vent, garde encore la trace de symboles gravés. Ces pierres silencieuses sont les témoins les plus mystérieux laissés par les Pictes. Les motifs qui les recouvrent intriguent depuis longtemps. Des spirales qui se déroulent sans fin, des cercles concentriques, des lignes qui s'entrecroisent comme une écriture énigmatique. Aux côtés de ces formes abstraites apparaissent des animaux, cerfs aux ramures démesurées, poissons stylisés, oiseaux aux ailes déployées. Certains animaux sont reconnaissables, d'autres semblent appartenir à un bestiaire fantastique, échappé d'un monde où l'imaginaire et le réel ne se distinguaient pas nettement. Certaines pierres présentent aussi des objets du quotidien, comme des miroirs ou des peignes, représentés avec une minutie surprenante. D'autres arborent des doubles disques reliés par une barre, ou encore des formes géométriques dont la signification échappe. Chaque symbole semble chargé d'un sens précis, mais ce sens s'est perdu. Les pierres demeurent muettes et leur langage ne peut plus être lu. L'agencement de ces gravures laisse entrevoir une logique. Les symboles ne sont pas disposés au hasard. Ils obéissent à des schémas
parfois symétriques, parfois ordonnées en séquence. Certains chercheurs y ont vu une forme de langage codé, une écriture qui aurait disparu sans laisser d'héritier. D'autres imaginent des signes héraldiques liés à des clans ou à des lignées. Peut-être étaient-ils religieux, liés à des rites oubliés, ou peut-être servaient-ils à marquer des territoires. Chaque hypothèse ouvre une porte, mais aucune ne la referme vraiment. La force de ces pierres tient précisément à ce mystère. En les contemplant, le regard se perd dans les courbes des spirales, suit la ramure d'un cerf gravé, glisse sur le contour d'un poisson qui semble nager encore dans la pierre. Elles invitent à l'imagination à projeter dans leurs signes un monde disparu. Elles sont comme des fragments de pensée figés dans la roche, des messages envoyés à travers le temps, mais dont la clé a été perdue. Leur présence dans le paysage ajoute à leur aura. Isolées sur une colline, alignées le long d'un ancien chemin ou regroupées près de ruines d'églises médiévales, elles semblent dialoguer avec leur environnement, le vent, la pluie, la lumière changeante du ciel écossais accompagnent leur silence. Elles font partie du décor naturel tout en le transcendant. Chaque pierre, par sa simple verticalité, rompt l'horizontalité des landes et attire le regard vers une autre dimension. Avec le temps, ces pierres devinrent elles-mêmes des objets de fascination. Au Moyen Âge, certaines furent intégrées dans des sites chrétiens, comme pour réorienter leur sens vers une nouvelle foi. Mais leurs gravures restèrent visibles, indéchiffrables, survivant au-delà des croyances changeantes. Aujourd'hui, elles demeurent parmi les rares témoignages directs de l'univers picte. Elles ne livrent ni chronique ni récit, mais elles parlent d'une pensée tournée vers le symbole, vers l'art et vers l'invisible. Leur mutisme est en soi une invitation. Chacun peut y projeter ses propres interprétations, sentir dans leur forme une résonance intime. Les spirales peuvent évoquer le cycle de la vie, les animaux rappeler la proximité de l'homme et de la nature, les figures abstraites ouvrir vers des mondes spirituels. Ces pierres gravées sont des seuils. Elles marquent le passage entre le visible et l'inconnu, entre l'histoire que l'on raconte et celle que l'on devine, leur mystère et leur force. Elles n'offrent pas de réponse, mais elles continuent, depuis des siècles, à poser des questions silencieuses, et dans les landes où elles se dressent encore, elles rappellent que le passé n'est jamais tout à fait clos, qu'il demeure ouvert au regard et au songe de ceux qui acceptent de s'y perdre. Les Pictes, en dépit de l'image farouche que leur donnèrent leurs ennemis, étaient avant tout des habitants de la terre. Leurs jours se déroulaient au rythme des saisons, et chaque geste, chaque tâche, était une réponse humble mais ingénieuse aux exigences d'un environnement rude. Les landes, les collines et les vallées formaient le cadre de leur existence, et dans ce cadre, ils avaient appris à trouver la subsistance, la chaleur et la continuité. Au fil du temps, les champs s'ouvraient dans les clairières, gagnés sur les forêts ou les sols pierreux. Les céréales y poussaient en petites parcelles, souvent protégées par des murets bas ou par des palissades de bois. L'orge, le seigle, parfois le blé, constituaient la base de leur nourriture. Semés à la fin du printemps, récoltés avant l'automne, ils exigeaient une vigilance constante. Protéger les plants des bêtes sauvages, veiller à ce que les pluies ne gâtent pas les semis, surveiller le vent qui pouvait emporter une récolte fragile.
Lorsque venait la moisson, les épis étaient fauchés avec soin, puis battus et stockés dans des greniers de pierre et de bois. Ces réserves précieuses garantissaient la survie pendant les longs mois où la terre ne donnait plus rien. Mais l'agriculture seule ne suffisait pas. Le bétail complétait cette économie de subsistance. Les troupeaux de moutons paissaient sur les pentes, fournissant laine et viande. Les vaches, plus rares mais essentielles, offraient lait, cuir et force de travail. Les porcs, lâchés dans les bois, se nourrissaient de glands et de racines, et leur chair servait de provision pour les mois sombres. Le lien entre l'homme et l'animal était constant. Chaque bête représentant à la fois une ressource et une fragilité, car la perte d'un troupeau signifiait la famine. La chasse et la cueillette complétaient encore cet équilibre. Dans les forêts, l'arc et la lance permettaient d'abattre cerfs et sangliers. Les pièges posés discrètement capturent lièvres et oiseaux. Le poisson, tiré des rivières et des côtes maritimes, apportait une nourriture régulière et abondante. L'été, les baies et les fruits sauvages coloraient les paniers. L'hiver, les hommes allaient même couper du bois pour entretenir le feu, unique rempart contre le froid et l'obscurité. Ainsi, par 1000 gestes répétés, les Pictes reliaient leur quotidien à la nature environnante, acceptant ses dons, redoutant ses colères. L'hiver en particulier mettait à l'épreuve cette organisation. Le froid mordait la peau, la neige recouvrait les collines, et les vents s'engouffraient dans les vallées comme des lames invisibles. Les maisons circulaires, bâties de pierre et couvertes de chaume épais, offraient alors leur chaleur précaire, le foyer central autour duquel se rassemblait la famille, brûlait sans interruption. On y cuisait des bouillies de grains, des morceaux de viande salée, parfois quelques légumes conservés. Les conversations, les récits, les chants permettaient de traverser les nuits interminables. Dans cet espace clos, les jours s'écoulaient plus lentement, rythmés par l'entretien du feu, la réparation des outils, la préparation de ce qui servirait au printemps. Malgré cette vie tournée vers l'autosuffisance, les Pictes n'étaient pas coupés du monde extérieur. Les objets retrouvés témoignent d'échanges avec des contrées lointaines, des perles de verre venues du continent, des pièces de métal forgées selon des techniques étrangères circulaient parmi eux. Ces contacts s'établissaient par la mer, par les rivières ou par les chemins à travers les vallées. Les échanges ne concernaient pas seulement les biens matériels, ils portaient aussi des idées, des récits, peut-être même des croyances qui enrichissaient peu à peu leur propre culture. Ainsi, au cœur de paysages isolés, régnait une ouverture discrète, comme une respiration vers d'autres horizons. La terre, cependant, restait la première maîtresse. Elle donnait et reprenait selon les années fastes ou mauvaises. Les Pictes apprirent à la lire comme un livre mouvant. La couleur du ciel annonçait la pluie. Le vol des oiseaux prévenait de l'approche d'une tempête. L'apparition des premières fleurs marquait le retour de la fécondité. Chaque génération transmettait à la suivante ces savoirs fragiles sans lesquels la survie aurait été compromise. Et dans cette relation quotidienne, une forme de spiritualité se dessinait. Travailler la terre, chasser dans la forêt, surveiller le bétail, n'étaient pas seulement des gestes utilitaires, c'étaient aussi des façons d'entrer en contact avec des forces invisibles. Les pierres gravées,
Les symboles mystérieux semblaient prolonger ce lien, comme si les Pictes avaient voulu inscrire dans la roche ce que la nature leur enseignait dans le silence. Ainsi s'écrivait leur existence, une alternance de labeur et de veille, de récolte et de disette, de dons reçus et de luttes obstinées. Ils vivaient au plus près de la terre, attentifs à ses signes, respectueux de ses cycles. Dans le vent qui traverse encore aujourd'hui les Highlands, dans la rugosité des pierres et le frisson des bruyères, on devine l'écho de ces vies anciennes, tenaces et patientes, des vies qui avaient trouvé, dans un environnement sévère, l'équilibre fragile mais durable entre l'homme et la nature. Lorsque les légions romaines s'avancèrent vers le nord de la Bretagne, elles pensaient prolonger un mouvement déjà bien rodé. Depuis des décennies, Rome étendait son emprise, construisant des routes, levant des forts, soumettant des peuples. Mais en franchissant les fleuves et les collines du nord, elles se heurtèrent à une terre différente, farouche, enveloppée de brumes et de montagnes. Dans ces paysages tourmentés vivaient ceux que les chroniqueurs commencèrent à nommer Pictes, un peuple insaisissable dont la résistance allait marquer la mémoire des envahisseurs. Les premiers contacts furent prudents. Les Romains observaient ces communautés retranchées derrière leurs collines fortifiées. Ces hommes qui apparaissaient et disparaissaient dans la brume, attaquant par surprise avant de se replier dans les vallées étroites. Les Pictes, eux, regardaient s'approcher une puissance organisée, disciplinée, qui érigeait des murs droits et des camps rectangulaires au milieu de leurs terres ondoyantes. Tout les séparait. L'un cherchait à imposer l'ordre, l'autre à préserver un équilibre ancien entre l'homme et la nature. Sous le gouverneur Agricola, à la fin du 1er siècle, Rome lança une offensive plus résolue. Les chroniques rapportent la grande bataille du mont Gropius, où les armées impériales affrontèrent des milliers de guerriers du Nord. Mais les récits romains eux-mêmes laissent percer une ambiguïté, victoire proclamée, mais résistance jamais totalement brisée. Car les Pictes n'étaient pas un peuple qui se pliait aisément à la logique des conquérants. Leur force ne résidait pas dans des batailles rangées, mais dans la connaissance intime de leur terre. Ils savaient se fondre dans le paysage. Les collines servaient de refuge, les forêts de couvert, les marécages de pièges invisibles. Quand les légionnaires s'enfonçaient dans les vallées étroites, chargés de leur armure lourde et de leur formation rigide, les Pictes surgissaient des hauteurs, lançant des pierres, des flèches, puis disparaissant dans les brumes avant que la contre-attaque ne puisse s'organiser. C'était une guerre de patience et d'usure, où chaque pierre, chaque ruisseau devenait un allié. Les Romains, malgré leur discipline, se trouvaient déroutés par cette stratégie. Habitués à affronter des armées rangées, ils devaient désormais faire face à un adversaire qui refusait la confrontation directe, préférant la guérilla, les embuscades, les raids nocturnes, là où Rome construisait des routes droites pour avancer rapidement. Les Pictes les surveillaient et les harcelaient, coupant les convois, attaquant les arrières, détruisant les fortifications inachevées. C'était une lutte invisible autant que visible, un combat d'ombre où la brume devenait une arme aussi puissante que l'épée. Et pourtant,
Derrière la violence de ces affrontements se dessinait une réalité plus profonde, deux visions du monde en opposition. Pour Rome, l'Empire devait s'étendre, civiliser, imposer ses lois, ses dieux, ses routes et ses pierres taillées. Pour les Pictes, il s'agissait de protéger une manière d'être au monde, un lien ancien avec la terre, une liberté qui ne se laissait pas enfermer derrière des murs. La campagne d'Agricola marqua un moment de tension extrême, mais elle ne déboucha pas sur la soumission définitive. Rome, fatiguée par l'éloignement, choisit finalement de dresser ses frontières plus au sud, construisant les murs d'Adrien puis d'Antonin pour contenir ces terres insoumises. Les Pictes restèrent ainsi hors de l'emprise directe de l'Empire, conservant leur autonomie au prix d'un affrontement constant. Dans la mémoire des Romains, ce peuple du Nord garda l'image d'ennemis redoutables, insaisissables, comme les nuages qui couvrent les Highlands. Dans la mémoire des Landes, leur résistance s'inscrivit dans le silence des pierres, dans les cercles brisés des fortifications, dans les brumes qui montent encore aujourd'hui des vallées. Ces rencontres n'étaient pas seulement des chocs armés, elles furent aussi des moments d'observation réciproque où chaque camp découvrait l'autre avec fascination et crainte. Les Romains voyaient dans les Pictes des hommes peints, sauvages et indomptés. Les Pictes voyaient dans les Romains des étrangers venus imposer des lignes droites dans un monde qui n'en connaissait pas. Entre ces deux visions, aucune victoire ne fut totale. Le temps a effacé les cris des batailles, mais pas le sentiment de cette confrontation. En parcourant aujourd'hui ces terres, on peut imaginer les silhouettes qui surgissaient du brouillard, les éclats de métal dans la pénombre, le bruit des pas pressés dans les fougères. On peut ressentir, au creux des collines, la mémoire d'un peuple qui choisit de résister, non par orgueil seul, mais pour rester fidèle à sa terre et à sa liberté. Ainsi s'inscrit leur rencontre avec l'Empire, un affrontement sans fin tranché, une guerre d'ombre et de silence, où la brume écossaise elle-même semblait prendre parti pour ceux qui refusaient de plier. Dans l'imaginaire des peuples voisins, les Pictes furent longtemps perçus comme des guerriers farouches, figures surgissant de la brume, à la fois hommes et apparitions. Leur réputation, transmise à travers les chroniques romaines et les récits des siècles, mêle réalité et légende. Mais derrière ces images se dessine une vérité plus nuancée. La guerre, pour eux, n'était pas seulement un affrontement, mais une manière de prolonger leur lien à la terre et aux symboles qui les entouraient. Avant la bataille, leur corps devenait support d'un langage mystérieux. Des peintures ou des tatouages couvraient leur peau, motifs de spirales, d'animaux et de formes entrelacées qui semblaient relier l'homme aux forces invisibles. Sous la lueur du feu ou dans la lumière diffuse des vallées, ces dessins donnaient aux guerriers une apparence à la fois fascinante et inquiétante. À chaque mouvement, les lignes s'animaient, les figures se tordaient ou se déployaient, comme si le corps lui-même devenait un signe vivant. Pour leurs ennemis, cette vision était déroutante. Pour eux, elle était une manière de s'armer non seulement de fer, mais aussi d'esprit. Les armes, façonnées par les artisans de leur clan, portaient la même empreinte d'ornement et de fonction. Les longues épées, solides et effilées, reflétaient la lumière comme des éclairs dans la brume. Les boucliers, circulaires, étaient décorés de motifs géométriques qui rappelaient ceux des pierres gravées. Chaque pièce portait une identité,
celle du guerrier et de son lignage. Le combat devenait ainsi une rencontre de force, mais aussi d'histoire inscrite dans le métal et dans le bois. Lorsque venait l'heure de l'affrontement, les Pictes savaient transformer le paysage en alliés. Leur approche n'était pas toujours celle des batailles rangées, mais lorsqu'ils choisissaient la confrontation, ils la chargeaient d'une intensité singulière. Des cris retentissaient dans la brume, prolongée par l'écho des collines. Ces clameurs n'étaient pas de simples signaux, elles étaient une part du combat, un moyen de troubler l'adversaire, de lui rappeler qu'il entrait dans un monde où les règles changeaient. Le vacarme des voix se mêlait au fracas des armes, créant une atmosphère où le son, autant que la vue, devenait une arme. Certains récits évoquent l'usage de chariots rapides tirés par des chevaux nerveux. Ces véhicules légers fonçaient à travers les lignes ennemies, semant le désordre, permettant aux guerriers de frapper puis de se replier. Dans un terrain de vallées étroites et de landes couvertes de bruyères, cette mobilité offrait un avantage précieux. Le chariot devenait un prolongement de la guérilla, un outil de vitesse et de surprise qui renforçait encore leur réputation d'insaisissables combattants. Leur manière de se battre n'était pas seulement stratégie, mais aussi rituel. Chaque geste, chaque symbole sur la peau, chaque cri lancé dans la nuit, semblait relier le guerrier à un ordre plus vaste, où le combat n'était pas seulement survie, mais aussi invocation. L'épée frappait l'ennemi, mais elle frappait aussi comme une offrande aux ancêtres et aux forces invisibles qui habitaient les collines. Dans la danse du corps peint, dans la fulgurance de l'assaut, se trouvait une part de cérémonie, une manière de rappeler que la guerre elle-même faisait partie du cycle des hommes et des dieux. Pour les Romains, habitués à la discipline rigoureuse et aux formations compactes, affronter ces guerriers revenait à pénétrer dans un espace incertain. La brume qui se levait au matin pouvait cacher des dizaines de silhouettes peintes, prêtes à surgir dans un tumulte de cris et de lames. Chaque vallon, chaque bois devenait un piège. L'ennemi ne savait jamais quand ni où il serait frappé. Cette incertitude usait autant que le combat direct, et elle renforçait l'image d'un peuple indomptable, uni à ses landes. Mais derrière cette image de sauvagerie, il y avait aussi une organisation subtile. Les clans se rassemblaient, coordonnés en leurs forces, partagés en les rôles. Certains gardaient en les hauteurs, d'autres s'élançaient dans la mêlée, d'autres encore protégeaient les foyers et les récoltes. La guerre ne détruisait pas la société, elle la révélait dans sa cohésion. Chaque guerrier, en portant ses armes et ses marques, portait aussi l'identité de sa communauté. Aujourd'hui, les combats ont disparu, mais l'évocation demeure. Dans le vent qui siffle entre les collines, on peut encore imaginer ces cris qui troublaient la brume. Dans les pierres gravées, on retrouve les motifs qui ornaient leur corps. Dans les récits qui ont traversé les siècles, leurs silhouettes peintes continuent de hanter l'imaginaire. Ce n'est plus le tumulte des batailles qui parle, mais le souvenir d'une force sauvage et rituelle, née d'un peuple qui faisait du combat non seulement un art de survivre, mais une manière d'habiter pleinement la terre et ses mystères. Il reste dans la toponymie d'Écosse des traces ténues, presque effacées, de la langue des Pictes. À défaut de textes longs
ou de récits conservés, ce sont des noms de lieux, quelques inscriptions gravées dans la pierre et de rares mentions rapportées par des étrangers qui nous offrent un écho, fragile et discontinu, de leur voix, comme un murmure venu d'un passé brumeux. Leur langage semble à la fois présent et insaisissable. Beaucoup de villages et de territoires écossais portent encore aujourd'hui l'empreinte d'un ancien préfixe, Pit. On le retrouve dans des centaines de noms, comme Pitlochry ou Pittenweem. Ce petit fragment, simple en apparence, est l'un des rares vestiges sûrs du parler picte. Il désignait probablement une parcelle, une portion de terre, peut-être associée à une famille ou à un clan. Derrière ces syllabes modestes se cache une organisation sociale et agricole, une manière de diviser et de nommer l'espace. En parcourant ces paysages, on marche, sans le savoir, sur une carte linguistique fantomatique, où chaque pit est un souvenir fossilisé d'un monde disparu. Les pierres gravées, elles aussi, gardent des signes qui intriguent depuis des siècles. On y voit des symboles d'animaux, de croissants, de doubles disques, parfois accompagnés de quelques lettres d'un alphabet inspiré du latin, connu sous le nom d'Ogham. Ces inscriptions, tracées verticalement sur les arêtes de pierre, livrent des noms, peut-être des généalogies, mais dans une langue qui ne nous est pas familière. Les chercheurs y reconnaissent des fragments qui rappellent les langues celtiques, mais sans certitude. Chaque signe semble ouvrir une porte, mais derrière la porte, le sens demeure voilé. Les chroniqueurs étrangers, surtout romains et irlandais, évoquent eux aussi cette langue étrange. Certains la considéraient comme distincte, incompréhensible, peut-être apparentée au parler brittonique, peut-être à quelque autre souche plus ancienne. Mais rien n'est assuré. Les rares mots transmis à travers ces sources sont comme des éclats d'un vase brisé. Quelques sons, quelques syllabes, mais le dessin global échappe. Ce silence linguistique n'est pas seulement une absence, il est aussi un espace de rêverie. On imagine ces hommes et ces femmes parlant entre eux dans une musique de mots que nul aujourd'hui ne peut répéter. Leurs chants, leurs prières, leurs poèmes ont disparu dans l'air des siècles, mais on devine qu'ils devaient résonner avec les collines, se mêler au bruit du vent et au fracas des vagues. Comme chaque peuple, ils devaient avoir des expressions propres, des tournures qui traduisaient leur manière de percevoir le monde. Cette richesse s'est effacée, mais elle laisse une nostalgie qui habite encore les chercheurs et les poètes. Certains pensent que cette langue n'était pas si isolée, qu'elle appartenait à la grande famille des idiomes celtiques, peut-être plus proche du brittonique, l'ancêtre du gallois et du cornique. D'autres suggèrent qu'elle pourrait avoir eu des racines plus profondes, reliques d'un parler plus ancien, avant même l'arrivée des Celtes en Grande-Bretagne. Dans ces hypothèses, on retrouve la même fascination, l'idée que la langue picte fut à la fois familière et singulière, voisine et pourtant autre, comme une voix cousine mais inintelligible. Le fait qu'elle soit en grande partie perdue ajoute à l'aura de mystère qui entoure ce peuple. Car une langue n'est pas seulement un outil de communication, elle est un monde en soi. Elle reflète des manières de penser, de classer, de rêver. Elle donne forme à l'expérience quotidienne et au rapport à l'invisible. Perdre une langue, c'est perdre une vision du monde. Ce que nous connaissons des Pictes est donc irrémédiablement fragmentaire, comme un paysage dont la brume cacherait toujours une partie. Et pourtant,
malgré ce voile, quelques lueurs persistent. Dans les toponymes qui jalonnent les cartes modernes, dans les inscriptions gravées sur la pierre, dans les échos rapportés par d'antiques chroniqueurs, le souffle de leurs paroles n'est pas tout à fait éteint. Il subsiste, discret mais obstiné, comme une braise sous la cendre. On peut encore, en prononçant ces noms de lieux, sentir une vibration ancienne, comme si les syllabes résonnaient avec celles d'une langue oubliée. Ainsi, leur langage, à demi effacé, n'appartient plus vraiment au domaine du savoir, mais à celui de l'imaginaire. Il nourrit autant la science que le rêve. Il rappelle que chaque peuple, même réduit au silence par les siècles, continue de parler à travers ce qu'il a laissé dans la pierre, dans la terre, dans la mémoire des paysages et dans la respiration lente de ces collines. On croit parfois entendre, sous le vent, le murmure assourdi d'une langue disparue qui cherche encore à se faire entendre. Peu à peu, les Pictes cessèrent d'apparaître comme un peuple distinct. Leur nom, jadis chargé d'effroi et de mystère dans les chroniques romaines et dans les récits des moines, s'effaça lentement des mémoires jusqu'à devenir une ombre. Cette disparition ne fut pas une chute soudaine, mais une transformation diffuse, étalée sur plusieurs générations, comme si la brume elle-même avait absorbé leur identité pour la mêler à d'autres. Les siècles passèrent et de nouveaux voisins s'imposèrent. Les Scots, venus d'Irlande, apportaient avec eux leur langue gaélique, leurs coutumes, leurs rois. Leur influence se fit d'abord discrète, à travers des mariages, des alliances et des échanges. Puis, peu à peu, elle se renforça comme une marée qui monte sans bruit. Les Pictes, qui avaient résisté si longtemps aux armées romaines, ne furent pas balayés par une guerre éclatante, mais absorbés par un lent métissage politique et culturel. Les annales mentionnent encore quelques rois pictes, mais leurs noms se mêlent déjà à ceux des dynasties Scott. Au IXe siècle, avec le règne de Cinéade mac Ailpin, plus connu sous le nom de Kenneth mac Alpin, un basculement s'opéra. Les deux peuples se fondirent en un seul royaume, l'Alba, qui deviendrait plus tard l'Écosse. Ce moment, souvent présenté comme une conquête, fut sans doute une réalité plus complexe, une fusion progressive où l'héritage picte se dissolvait dans le creuset gaélique. La langue gaélique prit peu à peu la place de l'ancienne langue picte. Les églises, les monastères et les chroniqueurs écrivaient désormais en latin ou en gaélique, et les toponymes eux-mêmes changèrent, bien que quelques pites demeurent comme des reliques obstinées. La mémoire des symboles gravés sur les pierres perdit son sens. Les générations suivantes voyaient encore ces dessins mystérieux, mais ne savaient plus les lire. Comme des runes muettes, elles restaient dressées dans les champs, témoins silencieux d'un peuple oublié. Dans ce processus, il n'y eut pas de disparition totale. Les Pictes ne se volatilisèrent pas, ils se transformèrent, leur sang coule encore dans les veines des descendants des Highlands, leurs croyances, métissées de christianisme et de gaélisme, se fondirent dans un imaginaire commun. Leur organisation sociale, leurs forteresses, leurs savoirs agricoles et guerriers continuèrent à influencer ceux qui leur succédèrent. Mais le nom, lui, finit par s'éteindre, et avec le nom, une part de leur identité se dilua. Cette dissolution est peut-être ce qui confère aux Pictes leur aura si particulière. Ils ne connurent pas de fin dramatique
pas de défaite éclatante gravée dans les récits. Ils s'évanouirent dans l'histoire, comme on s'éteint dans le crépuscule, lentement, sans bruit. Leur mémoire fut engloutie dans celle d'un royaume plus vaste, dont les chroniqueurs ne voyaient plus l'utilité de distinguer les origines. Aujourd'hui encore, cette absence nourrit le mystère. On cherche leurs traces dans les pierres dressées, dans les noms de lieux, dans les fragments de chroniques. On se demande ce qu'ils ont pensé de ce lent effacement. L'ont-ils perçu comme une perte ou comme une continuité naturelle de leur histoire? Ont-ils senti, en parlant aux enfants, que leur langue se mêlait à une autre, que leur Dieu s'effaçait devant de nouvelles prières, que leur identité devenait une part d'un tout plus vaste? La mémoire des Pictes s'est ainsi diluée, comme l'eau d'une rivière qui rejoint l'océan. On ne peut plus distinguer une goutte de l'autre, mais on sait qu'elles sont là, mêlées à jamais. Leur disparition n'est pas une absence, mais une transformation. Dans le royaume d'Alba, puis dans l'Écosse qui suivit, leur héritage demeure invisible, discret, mais réel. Et peut-être est-ce là leur ultime victoire, ne pas avoir été anéantis, mais intégrés, absorbés, transmis autrement. Car dans la brume des Highlands, dans les collines couvertes de bruyères, dans les pierres gravées que le temps n'a pas effacées, les Pictes continuent de parler, même si leur voix s'est fondue dans le murmure d'un peuple nouveau. Dans les landes écossaises, lorsque la brume s'élève doucement au-dessus des vallées, il arrive que l'on sente une présence diffuse, comme une mémoire qui flotte dans l'air. Les Pictes, disparus depuis plus d'un millénaire, n'ont laissé derrière eux ni chroniques abondantes, ni monuments éclatants, mais des empreintes plus discrètes, plus mystérieuses. Ce sont leurs pierres gravées, dressées dans les champs ou aux abords, des anciens chemins qui continuent de parler à travers leur silence. Ces symboles, animaux stylisés, formes géométriques, figures étranges dont le sens nous échappe, semblent porter une part de leur âme. Ils ne livrent pas de récits linéaires, mais invitent au rêve. Chaque motif ressemble à une porte entr'ouverte sur un monde intérieur que nous ne pouvons qu'entrevoir. Ils sont à la fois clairs et indéchiffrables, comme des fragments d'une langue perdue que seul le vent sait encore prononcer. En les contemplant, on a le sentiment que les Pictes ont voulu inscrire dans la pierre ce que la parole ne pouvait retenir, des signes pour défier l'oubli. Dans les collines, là où la bruyère s'étend comme une mer violette, leur présence se ressent encore. C'est une présence sans visage, mais qui se devine dans le relief des paysages. Les forteresses effondrées, les cercles de pierre, les vallées où l'écho se prolonge rappellent qu'un peuple y a vécu, aimé, combattu, prié. Rien n'est intact, mais tout respire encore leur passage, leurs gestes quotidiens, leur veille autour du feu, leurs cris de guerre. Tout cela s'est dissous dans le temps, et pourtant, dans le frisson de la lande, on croit entendre un souffle ancien. La brume elle-même semble leur allier. Elle monte des lochs, enveloppe les collines, efface les contours, comme pour rappeler l'insaisissable nature de leur mémoire. Les Pictes ne sont jamais tout à fait visibles, ni tout à fait absents. Ils sont là comme des ombres discrètes, qui se laissent deviner dans les interstices du monde, entre le silence des pierres et le murmure du vent. Leur héritage n'est pas de l'ordre du savoir clair, mais de l'émotion diffuse. Ils ne nous disent pas ce qu'ils furent, ils nous laissent
ressentir qu'ils furent. En cela, leur disparition n'a pas effacé leur trace, elle l'a rendue plus subtile, plus poétique. Dans l'histoire écossaise, ils apparaissent comme un voile, une énigme qui nourrit l'imaginaire, et peut-être est-ce là la forme la plus durable de mémoire, ne pas être réduit à une définition précise, mais continuer à inspirer, à questionner, à hanter doucement les paysages, les pierres gravées, les noms de lieux qui gardent encore l'écho du préfixe pit, les brumes épaisses qui recouvrent les collines au matin. Tout cela compose un héritage sans manuel, sans explication, mais qui parle directement à l'âme. Le silence des Pictes n'est pas un vide, c'est une invitation à écouter autrement, à lire dans les formes naturelles, à sentir la continuité entre passé et présent. Ainsi, lorsque l'on traverse les Highlands, il est possible de percevoir quelque chose qui échappe à la raison. Un alignement de pierres, au détour d'un chemin, une inscription érodée par le temps, un toponyme ancien sur une carte. Chacun de ces signes agit comme un rappel discret. Les Pictes ne sont pas seulement une énigme archéologique, ils sont devenus une part du paysage lui-même. Leur mémoire se confond avec la bruyère, avec le ciel changeant, avec le voile des nuages, et dans cette fusion, ils atteignent une forme d'éternité, non pas l'éternité des empires qui laissent des monuments massifs et des archives, mais celle, plus subtile, des présences qui persistent dans les interstices du monde, une éternité de brume, de symboles, de silence. Les Pictes se sont effacés en tant que peuple distinct, mais ils demeurent comme une vibration légère dans la mémoire de l'Écosse. Leur héritage ne se mesure pas en chronique, mais en impression, en sensation. Il suffit d'un matin voilé, d'une pierre gravée rencontrée au hasard, pour sentir leur souffle ancien, comme si, à travers le temps, ils nous invitaient à contempler, à écouter, à habiter la terre avec la même intensité qu'eux, et peut-être est-ce cela, au fond, leur véritable héritage, une brume éternelle qui enveloppe les collines et rappelle que tout peuple, même oublié, continue de vivre tant que ses traces résonnent dans le paysage et dans l'imaginaire des hommes.